Vous êtes toujours sur le 91.9 FM à Strasbourg, RBS, et c'est désormais fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise? Eh bien, cette charmante introduction, c'est celle du début du film de Magnum Force, un film de 73 de Ted Post, avec, je pense que la plupart d'entre vous, chères auditrices, chers auditeurs, l'avaient remarqué, Clint Eastwood. Alors, une fois n'est pas coutume, le thème du jour de fin de séance va être Clint Eastwood, puisque c'est un thème à lui tout seul. Donc on va en parler jusqu'à la pause, une petite pause musicale qui a à voir d'ailleurs, qui sera la suite de cet extrait, vous verrez. Et puis ensuite, on parlera du nouveau film de Clint Eastwood, La Mule, qui est sorti mercredi, c'est pour ça que c'est le thème du jour. Et puis on parlera ensuite évidemment des avant-premières, des événements cinématographiques dans cette belle ville de Strasbourg, la capitale de l'Europe, que dis-je, la capitale du monde. Et enfin, le fameux J'y vais pas, la rubrique où on juge sans savoir avant que les films soient sortis. Enfin, presque, puisqu'on lit les synopsis, on regarde les bandes annonces, on fait un peu notre travail. Messieurs, dames, comment allez-vous, Myriam? Bonjour, ça va très bien, merci. Et monsieur Christian? Cela va. Ça a l'air. Bonjour. Alors, on commence tout de suite sur notre ami Clint Eastwood, effectivement, qui, on peut le dire, est le dernier monstre sacré encore vraiment en activité. Évidemment, il y a les De Niro, les Pacino, mais on va dire que la flamme s'est un peu éteinte. Alors que, en tout cas pour ma part, alors que Clint Eastwood, lui, continue toujours vaillamment. La preuve avec La Mule, donc comme je le disais, dont on parlera avec Myriam à la pause, puisque nous avons vu ce film ensemble. Donc c'est le numéro 17 de fin de séance. Donc dans cette première partie, nous allons parler de la carrière, de l'impact de Clint Eastwood, un thème à lui tout seul, sur le cinéma. D'aussi longtemps que je regarde du cinéma, moi personnellement, à partir à peu près de l'âge adolescent. Avant, je regardais des dessins animés tout gentils, genre les bisounours. Eh bien, il n'a jamais regardé les bisounours, c'est pas possible. Si. Alors attendez, non, j'ai même demandé aux grandes dames de ma mère de m'amener voir les bisounours. Parce que j'aimais le côté violent, en fait, quand ils balançaient des cœurs et de l'énergie de leur... Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai. En fait, c'est pour le côté violent. Parce qu'à côté, je regardais les Chevaliers du Zodiac et Dragon Ball Z. Alors, qui d'ailleurs va sortir, qui est en avant-première, qui va sortir en mars, il y a un film Dragon Ball Z. Comme quoi, c'est d'actualité, tout ce que je dis. Donc, d'aussi autant que je regarde le cinéma, à l'âge adolescent, à un moment ou à un autre, dans l'écran, il y avait Clint Eastwood, soit en cow-boy, soit en inspecteur Harry, etc. Il est âgé aujourd'hui de 88 ans, et moi de 39. Et il sort un film sur les écrans. Voilà, j'ai plus de 10 ans, il n'y a plus de bisounours. La Mule, où il joue et réalise à nouveau. Incroyable longévité du natif de San Francisco, qui a commencé en autodidacte dans des séries B chez Universal. Il sera ensuite remarqué par Sergio Leone, qui l'embauche pour sa trilogie du dollar. Alors ça, on y reviendra avec Christian juste après. On ira en profondeur sur ce début de carrière et sur le personnage du cow-boy qu'il a souvent incarné. C'est vrai. Donc pas si souvent que ça, parce que vu le nombre de films dans lesquels il a joué et qu'il a réalisé, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Bon, en tout cas, il est très connu pour ça, et très connu pour Sergio Leone, et on va y revenir. Il joue ensuite pour la Warner et l'inspecteur Harry, dont vous avez entendu l'extrait au départ. Magnum Force, c'est le numéro 2. Puis il devient producteur avec la société qu'il fonde Malpaso et passe à la réalisation en 71, ça va beaucoup nous intéresser aujourd'hui évidemment, avec le film Un frisson dans la nuit, dont le titre anglais est bien meilleur comme souvent, Play Misty for Me, où l'on discerne déjà son intérêt pour sonder la nature humaine, à l'opposé en quelque sorte des rôles qui l'ont fait connaître assez monotypes, on va dire. En effet, après plus de 35 films, il développe des personnages touchants, même si parfois violents, comme son fameux Impitoyable ou encore $1 Million Baby. Et c'est aussi à l'étude de mœurs, avec, pour moi, le magnifique Sur la route de Madison, chronique d'un amour fugace et finalement impossible.
Donc mercredi est sorti, comme je disais, sur nos écrans, La Mule, sa dernière réalisation qui regroupe tous ses thèmes favoris dans la même œuvre: faillite du système, patriotisme, famille, moralité, tragédie humaine et sentiments délicats. Donc comme je le disais, sur la route de Madison par exemple. On va y revenir avec Myriam. C'est un cinéaste qui s'inspire du cinéma classique avec ses films depuis au moins 30 ans, notamment John Ford ou Howard Hawks. Il est notre thème du jour, car il représente à lui seul le pont entre l'Hollywood des années dorées, un peu classique, et le nouvel Hollywood, tous ceux de Scorsese, de Palma et compagnie, et même le nouvel Hollywood de nos jours, qui reste évidemment à définir. Alors pour mieux comprendre sa trajectoire, on va voir avec Christian, comme je le disais, l'un de ses personnages phares à l'écran, le cow-boy, et puis dans un autre registre avec Myriam, ça n'aura rien à voir, mais ça va bien compléter, l'aspect social et moral même des films de Clint Eastwood. C'est ça, Myriam ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, Christian, que représente le cow-boy dans l'univers cinématographique de Clint Eastwood ? Alors, comme tu le disais, mon ami Joao, c'est vrai que Clint Eastwood apparaît comme un comédien hors case. Apparu sur les écrans après la génération des acteurs de l'âge d'or d'Hollywood, comme John Wayne, Paul Newman ou Charlton Heston, Clint Eastwood n'appartient pas non plus à la génération des jeunes premiers des années 70, comme tu l'as dit. Eastwood connaît d'ailleurs le succès avec le personnage de l'homme sans nom, qu'il interprète pour une poignée de dollars. Qualificatif qui résume à lui seul toute l'ambiguïté de l'acteur, dont il s'amusera plus tard en accentuant la dépersonnalisation. Il se fait réellement remarquer avec la diffusion à la télévision de la série Rawhide, donc c'est son début de cow-boy, à l'âge de 26 ans. Très beau chapeau d'ailleurs. Oui, à cette époque, Eastwood n'est pas très sûr de lui, il parle peu à l'écran. C'est son physique avantageux qui lui a valu ce rôle, mais son caractère désinvolte lui permet de rendre le rôle très crédible. Rawhide est en quelque sorte emblématique d'une longue période dans le jeu d'Eastwood, celle des westerns. Durant cette période, Eastwood incarne l'idéal américain, ses rôles apparaissent violents de prime abord, avant de montrer une facette plus humaine, comme tu nous l'as déjà dit. Alors, on va commencer par la trilogie du dollar. Donc pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, de 62 à 65, 3 films de Sergio Leone. Donc Clint Eastwood imprime son physique minéral dans la trilogie des dollars de Sergio Leone. On retient de lui sa carrure solide, ses yeux clairs au bleu métallique, son visage émacié, sa silhouette sèche et sa démarche flegmatique. L'acteur adopte un jeu plutôt minimaliste, de pure présence, que supportent de longs silences. Le critique Frank Roach va jusqu'à parler de cavalier mutique et luciférien. Le corps de l'acteur de cette série est d'ailleurs en partie dissimulé sous un cache-poussière. Ensuite, un peu plus tard, je vais regrouper 4 westerns. C'est Pendeler haut et court de Ted Post en 68, Les Proies de Don Siegel en 70, Sierra Torrid de Don Siegel en 70 et José Wells Hors la loi, qui est sorti en 76, donc réalisé par Clint Eastwood lui-même. Tout à fait, mon préféré. Cette propension à disparaître, à se cacher ou à jouer un ton en dessous est une caractéristique fondamentale de son travail d'acteur qu'il ne cessera d'utiliser au fil des années. Eastwood joue par soustraction. Il se contente d'être là, chaque ébauche de mimique devient riche de sens. Ce qui, à contrario, handicape les films qu'il réalise où il ne joue pas. La contemplation de son corps monumental, de son mouvement économe dans l'espace est l'un des atouts de son cinéma. Le personnage qu'interprète Eastwood sont également souvent dans l'expectative ou dans des situations d'attente. Le hiératisme du visage et du corps, cette mesure extrême à porter dans tous les mouvements, cette parcimonie dans l'action font du héros un homme immobile dont toute vie est intérieure. Clint Eastwood, devenu réalisateur, se distribue dans des rôles beaucoup plus troubles que ceux où il se cantonnait au début de sa carrière, incarnant des personnages rongés par la douleur, la vieillesse ou le poids du passé. La démonstration de force n'est plus à l'ordre du jour. Le rapport qu'Eastwood entretient avec sa propre image a souvent été qualifié de masochiste. Le cinéaste est réputé pour ne jamais se mettre en valeur. Il appuie ses ravages du temps sur sa propre silhouette, se filmant dans des situations d'inconfort ou de faiblesse. Cette dimension se retrouve également dans des films dont il n'est pas le metteur en scène. Dans Sierra Torrid, son personnage passe du pistolero cynique, souvent, suivant une religieuse ou à l'anti-héros blessé, dépendant d'elle. On peut revoir ça dans Les Proies, où Eastwood y interprète un homme amputé, gauche, contrarié et impuissant par rapport aux femmes. Les codes de la vérité sont inversés à ce moment-là. Voilà, alors ça, ensuite je viens sur 3 films qui pour moi sont vraiment la quintessence de son personnage de Cowboy sans nom. C'est L'Homme des Hautes Plaines, qu'il a réalisé, 3 films qu'il a réalisés en 73, Pale Rider et Impitoyable. Alors là, pour moi, à partir de Pale Rider, ce qu'on voit surtout du visage d'Eastwood, c'est son impressionnisme et surtout, je sais qu'il a une veine sur la droite du front.
Tout à fait. Tu la vois cette veine? Bon. Très Elle bien. exprime une vie marquée par les épreuves, les ans et la fragilité de l'existence humaine. On a toujours l'impression que cette veine va éclater, menaçant les jours du tireur d'élite infiniment plus que ses adversaires armés jusqu'aux dents. Cette veine temporale, un petit travail conjugué de maquilleur et de l'opérateur aurait suffi à la faire disparaître à nos yeux, mais non. Ce qu'aurait exigé tout autre star du monde, quoi. Mais sauf Eastwood, on a même l'impression qu'il fait tout pour qu'on la voie et qu'on ne voit qu'elle. Dans Impitoyable, le cinéaste se filme sous un jour peu flatteur, affaibli et grelottant le froid. La première scène, ironiquement, nous montre la difficulté qu'il a à grimper sur son cheval pour se mettre en selle. Je termine par Pale Rider parce que pour moi c'est le film du cowboy d'Eastwood. Pale Rider s'inspire fortement de L'Homme des Vallées Perdues, réalisé par George Stevens, qui est sorti en 1953. Clint Eastwood a modifié le contexte, des mineurs plutôt que des fermiers, et l'enfant qui admirait Shane est devenu une jeune femme qui exprimera son amour pour le justicier. Mais la trame est identique, ainsi que l'aspect surnaturel du film qui enchaîne le western du côté du mythe. Clint Eastwood a déclaré que le justicier devait être considéré comme un revenant. Il raconte: « J'ai toujours été fasciné par les histoires de la Bible et par leur correspondance avec la mythologie du western. Deux de mes préoccupations dans Pale Rider étaient de montrer le côté historique de l'histoire et aussi l'écologie, la façon dont les grandes compagnies s'attaquent à la nature. On a souvent montré le soleil dans les westerns, je voulais que le mien soit comme dans la vie, mi-jour, mi-nuit. » Son titre vient des Cavaliers de l'Apocalypse, dont le 4e et dernier monte un cheval pâle et se nomme Mort. Le pasteur apparaît précisément au moment où la jeune Mélanie lit ce passage de la Bible. Le commentaire du pasteur après avoir rossé des malfrats est « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». Le méchant, le grand méchant du film qui s'appelle Laoud, lui ayant proposé de construire une église pour qu'il exerce son ministère, il lui répond « On ne peut pas servir Dieu et Mammon », Mammon signifiant argent. D'ailleurs, je termine par un extrait de Pale Rider que je vais vous montrer maintenant. Attention. Alors, il s'agit justement de Laoud qui s'énerve devant Clint Eastwood. C'est en version originale. Donc, il va dire que c'est à cause de lui que tout le monde va miner dans le sang, qu'il a intérêt à rester tranquille, sinon ça va mal se terminer. Donc, il menace Clint Eastwood. Il dit ça souvent dans les films aux gens. Donc, je vous passe la menace. Well, you and your friends got 24 hours to pack up and leave. Ils ont 24 My heures pour men will disparaître. ride through that canyon and run you out. I've been a law-abiding man, but now I'm out of patience. And any blood gets spilled will be on your hands. Alors là, il vient de lui dire qu'il a 24 heures pour quitter les lieux, qu'il aura du sang sur les mains s'il ne le fait pas, et que ce sera de sa faute. Et là, maintenant, regardez, Clint Eastwood ne dit rien. Musique, et là, la caméra, je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, va vraiment se diriger vers son regard, qui devient de plus en plus glaçant, et là, on voit sa veine. Il n'a pas besoin de parler pendant cette scène. You're a troublemaker, stranger. You spell bad cess in letters that stretch from here to Seattle. Toujours aucun dialogue de Clint Eastwood. Thanks for the drink. Voilà, thanks for the drink. Et il s'en va, et on a compris déjà la menace. Donc il dit une phrase, mais dans toute cette scène, il n'existe que dans le mutisme et dans l'immobilisme. Donc quand Clint Eastwood te dit merci, il faut vite prendre un avion pour l'Uruguay. C'est ça, merci pour le verre, c'est ce qu'il dit à la fin. Ça veut dire, attention les gars, vous êtes tous morts. Alors, vous avez dit mythologique, je pense que oui. Oui, c'est ça. Eh bien, en te remerciant Christian, c'était fort complet sur le mythe du cow-boy du côté du Clint Eastwood. J'en profite pour emboîter le pas, notamment avec l'intro de cette émission, où c'était l'inspecteur Harry, puisque d'un autre côté, donc pour la Warner cette fois-ci, il a joué l'inspecteur Harry, qui est un petit peu la même chose, mais de manière contemporaine, c'est-à-dire le cow-boy de la justice expéditive, sauf qu'il a un Magnum 44, il a le soufflant le plus puissant du monde. Et il est extrêmement vulgaire. J'ai revu beaucoup d'extraits des différents films de l'inspecteur Harry. Je me souvenais pas que c'était aussi vulgaire. Est-ce qu'il est plus vulgaire en VO qu'en VF encore, non? Non, les deux. Alors bon, allez, attention, instant vulgarité. Quand il dit merde en VF, il dit shit en VO ou crap, et tu te dis ah ouais, il traite tout le monde de chien, de bip bip et bip, et ça, il y en a dans tous les sens. Et je me dis c'est incroyable à cette époque. Enfin, c'est un petit peu un lieu commun de dire ça, mais quand on revoit ça, on se dit, de nos jours, jamais on n'oserait faire ça. C'est-à-dire à la fois le degré de vulgarité, mais aussi
la simplicité du rapport. C'est-à-dire, c'est plus je fais une blague, un peu une bonne blague à la Tony Stark dans les Marvel ou à la James Bond, ou un peu un trait d'esprit. Là, il n'y a pas d'esprit. Il a un rapport très frontal avec tout le monde, avec les collègues qu'il aime pas, avec les méchants, à qui il dit où tu crois que tu vas. Et le gars, il dit moi, je m'en vais avec les millions. Et lui, il sort son flingue, il lui tire 3 balles dans le buffet, et le film se termine. Tu te dis ah ouais, d'accord. Et ça, c'est sûr que c'est plus du tout faisable de nos jours, mais Non, plus non, du non, tout, non. du tout, du tout. Ça avait été du pas tout. mal décrit à l'époque. Déjà à l'époque, voilà. Alors ça, c'est son image un petit peu, on va dire, du côté républicain, puisqu'il a été républicain très tôt, Ouais. mais c'est parce qu'il vient d'une famille de républicains. Mais ensuite, il a pu un peu changer, un peu réfléchir. Après, on peut voter républicain. Hein. Moi, je remets pas ça en cause. Mais du coup, on lui a collé une image entre républicain, entre l'inspecteur Harry, entre les cow-boys expéditifs. Et après, il a su en jouer. Il est devenu plus sensible et il a mis un peu plus de social et de morale dans ses films. Je crois qu'on peut dire ça, chère Myriam. Excellente transition. Je vais rebondir sur les mots de Christian qui disait que le réalisateur était hors case. C'est exactement ce dont je vais parler là maintenant. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans la plupart des films, je vais surtout parler des derniers films que je suis allée voir et de mes films préférés. Ah. Voilà. Donc, je vais vous parler de $1 Million Baby, qui a été un carton, évidemment, qui est sorti en 2004. J'ai pleuré. Moi aussi. J'ai pas honte de le dire. Ok, C'était bon. trop beau. Donc, il relate l'histoire d'un entraîneur rejeté par sa fille qui croise la route d'une femme dont ni l'âge ni la force ne lui prédisent une grande carrière. Donc, c'est l'histoire ici de deux protagonistes, qui sont aux antipodes l'un de l'autre et qui avancent ensemble vers une victoire, vers une passion commune et vers un amour. Donc, le film a été extrêmement puissant au niveau de son histoire, au niveau de l'intrigue et de cette relation qui se tisse au niveau de l'aventure. Même si moi qui aime beaucoup le sport, je ne peux pas rentrer dans la technique, il y a des scènes qui n'ont pas forcément été bien filmées au niveau du sport, mais toute l'histoire autour est extrêmement puissante et m'a beaucoup touchée. Je vais vous parler également de Gran Torino, qui est sorti en 2008, qui est l'histoire d'un homme qui est visiblement triste et blasé de la vie, qui est vétéran de la guerre de Corée et qui ne semble plus croire en grand chose. Donc sa vie monotone va être bousculée par les problèmes que subissent ses voisins et ces mêmes voisins qu'il méprise. Les faces de citron. Oui, bah alors, Oh, dis donc. bravo. C'est ce qu'il dit dans le film. Alors ça Voilà. va, mais il faut dire tu cites. Dis je cite, je ouvrez cite. la citation C'est vrai, parce il que le dit là souvent. c'est une radio publique tout de même. On revient sur ce que tu disais, Joao, avec le côté je ne prends pas de pince du tout dans les films. Voilà, $1 Million Baby, c'était moins présent. Effectivement, dans Gran Torino, il se lâche. Et on... Apparemment, Ah oui. vu la citation de Christian. C'est vrai. Il se moque du personnage qu'on pensait qu'il était. Oui, alors c'est tout à fait. c'est exactement C'est ça. ça le propos, je pense, de Myriam, puisque on a préparé un petit peu ça ensemble. Exactement. Et du coup, On le en reparlera après la troisième film, ce sera effectivement La Mule, qu'on évoquera un peu plus tard. Tout à fait. Donc, le point commun entre ces trois films, déjà, c'est qu'ils m'ont touché tous les trois. Ils ont un message. Oui, c'est important, sinon Ouais, j'en parlerai pas. C'est sûr. Non, tu fais bien. Le premier aspect, c'est l'aspect universel. Donc déjà, avant toute chose, d'abord par rapport aux prix, aux nominations qu'il reçoit donc dans le monde entier, on peut dire que surtout $1 Million Baby a été primé et récompensé aux États-Unis, en Europe, notamment en Italie, ainsi qu'au Japon. Et il y a ce message collectif. Qui touche toute la population, quelle qu'elle soit, et une adaptation dans le film qui pousse à l'identification et à une appropriation de l'histoire. Donc on peut, je pense, le qualifier de cinéma engagé. Le deuxième aspect qui est commun à ces films, donc toujours les trois que j'ai cités, c'est l'aspect de la famille. Donc il est souvent il est souvent histoire d'un lien familial, donc d'abord biologique, souvent biologique, on parle de sa famille directe, existant ou supposé, souvent ça peut être sous-entendu, solide, comme dans, je vais citer Sully parce que dans Sully, je l'ai pas cité avant, mais il est soutenu par sa femme suite à l'enquête qui est menée par rapport au crash de l'avion sur le lac Hudson, pardon, parce que du coup je voulais aussi parler de ce film, mais voilà. Donc les liens de la famille qui peuvent être solides comme dans ce film, ou alors fragiles comme dans La Mule qu'on va aborder tout à l'heure, mais à chaque fois et souvent on parle d'une famille qu'il choisit ou qui nous a choisi. Par exemple, le cartel dans La Mule, ses voisins dans Gran Torino et son athlète dans $1 Million Baby. C'est très intéressant parce qu'à chaque fois, il y a cette histoire. Donc ça revenait aussi le thème, ça faisait suite au thème de la aussi, famille. oui, qu'on avait abordé il y a quelques temps. Et qu'on va en reparler, effectivement, tout à fait. C'est un de ces thèmes très chers finalement. Quand on regarde bien comme tu l'as fait,
on se dit ah tiens, il y a le thème de la famille chez Clint Eastwood. Systématiquement. Ça saute pas aux yeux tout de suite. Exactement. On pense pas Clint C'est souvent Eastwood, implicite. la famille. On pense Coréda dont on a parlé ici dans une autre émission. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver en podcast sur notre page Facebook Instant publicité. et bien sûr et YouTube. sur la chaîne YouTube Fin de séance. Et puis vous pouvez aller aussi sur le Facebook, Instagram et Twitter de RBS Radio Manu Strasbourg. Tududum. Voilà, 83. Myriam. Donc par rapport à cet aspect familial, on constate que souvent il est question de transgénération, que tous ces personnages, donc en fait sont entiers. On a tout à l'heure évoqué le fait que Clint Eastwood est assez âgé. Il a participé à 87 films. Alors j'ai plus l'année exacte à laquelle il a commencé, mais il est encore dans le game, t'entends. Il est encore dans le game. Voilà. Donc en fait c'est ça qui est très Mon intéressant. Dieu. Christian Oui, est je sais, ravi je suis désolée. de Donc, cette expression. Je sais. C'est pour ça que c'est toujours des dédicaces Choc des générations. underground. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on parle d'un cinéma qui a 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, et toujours aussi performant. Et je conclurai donc au niveau des thèmes qu'il aborde dans ses films avec l'amour, même si c'est très kitsch, mais c'est extrêmement présent, toujours dans les films que je vous ai cités, avec un humour noir, parfois raciste et ironique, toujours dans l'ironie. Il joue des préjugés qu'il a ou que le peuple américain peut avoir, en tout cas certains. Il y a un parti pris toujours que moi je trouve implicite, et l'amour est souvent présent dans des relations qui sont improbables. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, avec sa boxeuse dans $1 Million Baby, et on parle d'un amour pluriel. Donc, amour du sport, amour de la femme, amour de la performance, etc. Avec ses voisins dans Gran Torino, pareil, alors qu'à la base, effectivement, ils n'étaient pas amenés à s'entendre. En tout cas, lui ne fait pas un pas vers eux. Et en fait, je me suis posé la question de savoir pourquoi il était aussi bon. Du coup, Oui. Pourquoi es-tu bon, Clint ? On peut le dire. Bonne Et en question. fait, je me suis un peu renseignée et j'ai appris que, en plus d'être acteur et réalisateur, il a été producteur de musique. Tout à fait. Ça, je ne le savais pas. Donc, et c'est aussi ça qui est assez intéressant parce qu'il aime le jazz, qui est une musique afro. Donc, je dirais même noire, je sais pas si on dit afro-américaine, mais bon, d'influence afro-américaine. Non, on peut dire Parce qu'elle vient du que, blues. de nos jours, on dit même africaine-américaine. Africaine-américaine. Si on est très politiquement correct. Alors, je le dirais de Tout à cette fait. façon. Et la country. Et il a été effectivement producteur de musique. Et C'est c'est ça ça. qui est intéressant, c'est que C'est une musique un peu moins africaine-américaine. la exactement. country. Et c'est ça qui est super Enfin, bon. intéressant, c'est que je pense que dans son cinéma, on voit exactement sa personnalité qui est vraiment multiple Ouais, c'est vrai que c'est vraiment. et qui regroupe ses goûts et sa personnalité. Donc moi, en conclusion, je dirais que Clint, je t'aime. Voilà. c'est beau. Ouais, je sais. I En love plus, you, Clint. You know. Ouais, dis-lui Yeah, it's dis-lui en okay. anglais pour qu'il comprenne parce que je sais Au qu'il cas où, écoute l'émission. if you J'envoie le listen podcast. to us, Il just écoute. to tell you that we love you, Clint. Yeah, Clint. Ok. Et en fait, voilà, j'aime juste son côté pluriel, son prisme d'idées, donc qui se retranscrit à travers ses films. Et je finirai justement en citant American Sniper, qui est sorti en 2014 et qui avait suscité une vague polémique par rapport à son côté politique dont tu parlais tout à l'heure, et aussi l'indignation au niveau de l'opinion publique. J'en ai fait partie parce que du coup, je me suis demandé s'il était schizophrène. Et si Un c'était, peu. voilà, si Mais moi, C'est c'était, ça qui est bien. Ouais. et c'est ça qui est intéressant, bien. c'est parce Ouais. il a répondu aux journalistes en disant que les journalistes avaient fait une analyse stupide de Il a dit stupide. ouais, stupide, parce qu'en fait, J'adore. il a dit que c'était pas un film Il est vraiment violent en fait. pro arme à feu, mais bien au contraire. Moi, je l'avais pris plutôt du côté Ah, Du Voilà. mauvais côté. ouais, du mauvais côté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il va faire un film. On va l'interpréter et le lire d'une certaine façon. Et il y a toujours un message, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est assez implicite. Voilà. Mais ouais, mais c'est ça qui fait sa richesse, hein, Clint Eastwood. tout à fait. C'est ça. C'est cette ambiguïté constante. Mais il a Non, et alors, on Mais peut il a même- été très Parce qu'il y a comme une ambiguïté, quoi. mais il y a toujours une ambiguïté. Mais Il faut savoir que, par exemple, avec Parce que dans Rawhide, Gran Torino, excuse-moi, je termine, parce que Gran Torino, il dénonce un peu ce vieil homme un peu sur des préjugés, tout ça qui est un peu. Mhm. Et en même temps, on sent que c'est un peu lui quand même aussi. C'est-à-dire qu'il s'ouvre, il y a une espèce d'humanisme en lui, mais en même temps, c'est quand même un Américain, comme tu disais, un républicain, un Américain, un patriote, un patriote. on le voit encore dans la mule, il y a on le des voit. petites Voilà, indices. c'est qui nous vraiment disent un que- un Exactement. patriote. Et pourtant, il est ouvert au monde. Ouais, ouais. Alors c'est Non, non. hyper C'est- paradoxal. Je suis assez d'accord. Bah, Mais on- peut-être pas finalement. Peut-être qu'être vraiment patriote et aimer sa patrie, c'est aussi être ouvert au monde, mais aimer sa patrie d'abord. Mais ça, c'est notre vision Et en à fait- nous, à notre vision à nous, mais c'est pas le patriotisme tel qu'on l'entend. Tel qu'on le conçoit, Aux mais États-Unis. peut-être que
ça dépend justement. C'est pour ça qu'il est intéressant. Il est très présent Parce sur la que scène politique je- depuis de nombreuses tout à fait. années. Comme Ça, ça, faut pas, c'est c'est important. il a de soutenu le- Non, mais je pense. Non, oui, oui. alors justement, Alors, j'ai lu un peu Alors, plus attendez. de. Oh. Vas-y. Oh my mais God. ensuite, pas de débat politique. Pas de s'il vous débat plaît. politique. Alors effectivement, moi j'avais vu que au départ il se rangeait du côté de Trump, mais pas officiellement. Que quand on lui posait des questions sur Hillary Clinton, il était un petit peu sceptique. Et au moment de voter, donc peu de temps avant de voter, il a dit qu'il n'était pas décidé. Il a Ah dit oui. que c'est pour ça qu'il y a, c'est très ambigu. Il y a On dirait aucun un de ses moment donné. personnages, en fait. C'est Oui, exactement mais- ça. Et c'est ça qui est bah oui, intéressant, c'est c'est ça qu'à qui est- aucun moment donné, il se positionne en Tout à disant je suis pro Hillary, je suis pro Donald, je suis pro Barack Obama, etc. Et il les tutoie donc. Ouais, mais en tout cas, il fréquente la scène politique. C'est Ouais. ça qui est Non, non, assez ça, c'est vrai, intéressant c'est parce que vrai, ces c'est films ne vont pas forcément dans ce sens-là. Il Et est je trouve ça plutôt- intéressant. Il est plutôt pro-Magnum. Et il aime les belles. Et ouais, Pro et Magnum puis 44, oui. et puis quelque chose encore de très américain. Et pour l'avoir vu, il aime les belles voitures, Ouais. les voitures tout court. On l'a vu Ouais, également ouais, dans ouais, La Mule. ouais. Oui, tout à oui, fait. ça, c'est un Et truc, on en a c'est parlé. très de- américain. Tout à Et fait. Alors, il est très américain, mais moi, ce que je voulais dire avant l'intervention de Christian, c'est que le patriotisme à l'américaine, déjà en France, on a une certaine vision des États-Unis, souvent un peu À tort. À tort, oui, oui, caricatural, tout à fait. comme toutes les visions de chaque Et pays. donc, encore une fois, Myriam et moi, pour avoir vécu dans ce pays, dans des parties différentes en plus de pays, Exactement. on peut en témoigner. Alors, dans des pays, dans des États qui s'aiment pas forcément entre eux, Et qui n'aime pas les États voilà, voisins mais- non plus. Tout à fait. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le patriotisme américain, c'est pas forcément ce que nous on en décèle, et d'autant plus que Clint Eastwood, il date donc tu parles de la guerre de Corée, et c'est là où je voulais en venir, donc ça tombe très bien. Je pense que le patriote américain de 80 ans comme lui, c'est pas le patriote américain de 35 ans aujourd'hui. Je suis assez d'accord. Il y a des transformations dans la société américaine, Oui. assez lentes au départ et puis très rapides ces dernières années. Donc encore une fois, on va pas faire un débat politique là-dessus. Donc c'est assez intéressant et on va en reparler avec La Mule. Son patriotisme est vraiment à l'ancienne. Et par rapport à la guerre de Corée et par rapport à cette schizophrénie, par rapport à ce côté, on n'arrive pas à le lire. Clint Eastwood a toujours fait exprès, dans toute sa carrière, de pas trop en dire sur sa vie. Il faut aller creuser avec des historiens, etc., des biographes, pour comprendre. Exemple très simple, pour emboîter le pas de Christian, puisqu'il a bien brossé le début de carrière en cow-boy de Clint Eastwood. Il faut savoir que Rawhide a marché 2 saisons à mort. Enfin, a très bien marché, pardon, en parlant bien français. Et puis ensuite, la 3e saison un peu moins bien. Il y a eu l'acteur principal, parce que c'était pas vraiment lui l'acteur principal. Non, pour en c'est parler. vraiment un second rôle. Hein. Voilà, mais c'était lui l'atout. Tout le monde lui disait l'atout de la série. Et l'acteur principal est parti, a été remplacé, etc. Donc, il a commencé à avoir des chutes d'audience. Et lui, il a dit, moi j'ai des touches de toute façon, etc. Avant qu'on lui propose Sergio Leone, où il a remplacé quelqu'un qui voulait pas le faire. Donc, il y a tout abracadabrant cette histoire. Et il a dit, moi j'ai des touches. Il se trouve que plein de témoins ont dit qu'il a parfaitement menti. Donc, il a tout fait pour faire démarrer sa carrière, de manière intelligente, rusée, mais en mentant. Et par rapport à la Corée, donc ce film Gran Torino qui traite d'un ancien de la guerre de Corée, il faut savoir qu'au moment de la guerre de Corée, il aurait pu être appelé. Mais Clint Eastwood était devenu maître nageur. Il donnait des cours au GI, donc de natation. Ses cours étaient tellement bien, ces cours étaient aux États-Unis, pas en Corée, étaient tellement bons que du coup, ils l'ont gardé aux États-Unis. Donc, il n'a pas fait la guerre de Corée. Mais il aurait pu, et il a vécu à cette époque. Et après, il va faire un film dessus, totalement crédible. Donc, il est toujours comme ça. Je m'arrête sur les exemples pour aujourd'hui, mais il faut savoir que Clint Eastwood, même dans sa vie, il est très difficile à lire. Et dans ses films, d'un film à l'autre, comme l'a très bien dit Myriam, on se dit « Ah oui, Clint Eastwood, c'est ça, on y va ». On sort d'American Sniper, pour citer ton exemple, on se dit, en fait, il est pro-arme. Puis on va voir un autre film. Gran Torino, on se dit, non, pas du tout. Puis on revoit Impitoyable, on se dit, c'est Justice expéditive. Non. Puis Inspecteur Harry. Puis Sur la route de Madison, qui est une histoire d'amour impossible, magnifique. On se dit, donc en fait, on ne sait pas. Je pense c'est la beauté de l'artiste, en fait. En plus, tu vois un film, que tu parlais de jazz, il met tout ce qu'il a dans le film à chaque fois. La passion de la musique, dans Bird, de Shirley Parker, qui est incroyable. Aimer le jazz. Et qui est hyper humaniste. Voilà, si on est un méchant monsieur de droite, raciste, et tout ce qu'on a pu dire sur lui, alors que lui, son jazzman préféré, il a fait un film dessus, c'est Charlie Parker. Ah oui. Ça commence à devenir quand même un peu compliqué. Tout à fait. Et puis chasseur blanc pour cœur noir. Je pense qu'il est très intelligent et il évolue dans le sens du temps, dans le sens du vent, et il a une vraie personnalité. Alors, je pense qu'on l'associe à des groupes politique, à des idées de port d'armes, à ce genre de choses, et je pense qu'il est capable de répondre par des films. Tout à fait. En tout cas, ce n'est pas Charlton Heston, même si c'est aussi un grand du cinéma américain.
On va passer à la petite musique. Oui. On reviendra après sur Clint Eastwood et notamment La Mule, une petite musique douce. Donc, il s'agit de la musique de Magnum Force. Nous avons entendu l'extrait au début de l'émission L'inspecteur Harry. de, tout à fait, le deuxième opus. Et c'est une musique du grand, du seul, de l'unique. Lalo Schifrin. Et c'est parti. Et voilà, c'était Lalo Schifrin tiré de la bande originale du film Magnum Force, le soufflant le plus puissant du monde. Punaise. Ok, ça fait 3 fois que je dis cette phrase dans l'émission, mais parce que Faut que tu arrêtes maintenant. Elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Vous êtes toujours sur RBS le 91.9 FM dans l'émission Fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les cieux. Merci Christian, il y en a un qui suit au moins. J'avais une autre fin, mais c'était pas la bonne, je pense. C'est ça. C'est fin de séance ici, c'est fin de séance. Alors, on va tout de suite repartir sur notre ami, sur le thème de notre ami Clint Eastwood, et avec le film La Mule, ma chère Myriam. Oui. Alors, dis-nous un petit peu le synopsis sans faire de divulgachage du film La Mule. Oui, je sais que t'adores. C'est exprès pour toi, je l'ai dit. De révélation qui pourrait dire. Donc, de quoi nous parle La Mule? Donc, comme son nom l'indique, ça nous parle d'une personne. D'un âne. Voilà. C'est nul. Qui transporte quelque chose. Voilà. Donc, en fait, Clint Eastwood étant le personnage principal, ouais. Il est amené à faire des transports de choses pas très légales. Oui, ici. On s'en doute, la mule. Et on ne sait pas encore dans quel but, vous le saurez en regardant le film, évidemment. Et toujours présent dans ce film, ce que je relatais tout à l'heure, le lien, le rapport à la famille. Voilà. Je sais pas si je dois dire d'autres choses. Non, tu n'as rien spoilé, du coup. Non, c'est parfait. Bien, c'est parfait. Alors, on n'a rien compris, hein. Je sais, grave. T'as pas spoilé, c'est bien. C'est un film. C'est un film avec un début, une fin. Une mule, c'est une personne hors d'un réseau de gangsters qui transporte un produit ou un matériel illicite à l'insu pas de son plein gré, parce qu'il a fait le plein gré, mais et qui il regarde pas ce qu'il y a dedans. Exactement. C'est ça. Voilà, il y a des affaires très connues de mules. Et d'ailleurs, c'est tiré d'un fait réel qui a été relaté dans le Times dans les années 90. C'est la personne la plus âgée, la mule la plus âgée, c'est ça? Non,
pas Non, c'est forcément. pas ça. Non, ça peut être un enfant justement. Il y a des. Non, mais là, dans le. Ah oui, l'histoire dont il relate, c'est ça, Alors c'était- oui. C'est ça. Alors c'était dans la réalité, c'était quelqu'un qui avait 91 ans, donc 3 ans de plus que Clint Eastwood dans le film. Enfin, dans la réalité et dans le film. Donc c'est assez hallucinant. Comme quoi, méfiez-vous des vieux. Non, Et- mais écoute, et non, des mais vieux attends, Américains. on va en parler. Non, mais c'est ça. Le film parle un peu de ça justement. Hein. Tu fais une blague, mais il y a un peu de ça. Je vais me faire des Alors, blagues. je dis une dernière chose par rapport au synopsis du film. Au début du film, donc on le sait tout de suite, hein, il est horticulteur. Alors on peut se dire, bon, bah, les horticulteurs, on s'en fiche un peu. Bah non, puisqu'il cultive des fleurs, des lilas, mais des lilas d'un jour. C'est-à-dire, c'est des fleurs qui ne durent qu'une seule journée. Et là, comme il est un petit peu à l'aube, enfin, au crépuscule, pardon, de sa vie, je trouvais qu'il y avait une belle symbolique tout de suite dès le début du film. On nous parle de ses fleurs, il cultive la beauté, alors qu'il s'occupe, on va le dire, assez mal de sa famille. Évidemment, si ça parle de la famille, c'est toujours un peu dur, c'est quand même Clint Eastwood. Et c'est un film donc qui parle aussi de patriotisme, puisqu'il y a des scènes où il y a une histoire avec un club, enfin un bar, où sont réunis des vétérans, où à un moment on les voit jouer de la musique, c'est un peu avec des synthés bon marché, etc. C'est fait exprès, c'est ce qui est réaliste, Une amicale, ouais. une genre d'amicale, voilà, de vétérans. Donc on voit qu'il rend hommage aux vétérans, mais il montre aussi la difficulté de ces vétérans d'avoir leur lieu. On les aide pas quand ça va mal, et lui il les aide donc en gagnant de l'argent illicitement. Et donc on a dit qu'il était républicain, etc. Donc un peu pro-système, on a envie de dire. Et là il montre la faillite totale du système dans ce film, mais vraiment la faillite totale. D'ailleurs, tout le monde galère à peu près, à part sa petite fille, bon, qui est un peu le personnage mignon du film, donc on peut pas tous les faire galérer non plus. Mais sinon, que ça soit il y a beaucoup de latinos, donc les latinos ou les caucasiens américains, comme il faut dire de nos jours, c'est pas facile la vie, hein. Donc Myriam, ton sentiment sur le film, ta petite analyse, on en a fait une d'ailleurs sur notre page Facebook. Exactement. Si vous voulez voir les têtes qu'on a, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est toujours là. Ou n'y allez pas alors. Ah, tout de suite. Ah, il y a aussi Christian dans beaucoup de vidéos. Blague. Tu veux pas qu'on te voit, toi? Bon, qui est vilain? Et non, pour rebondir à ce que tu viens de dire concernant le fait de galérer socialement, de nouveau dans ce film, Clint est amené à faire une rencontre à un moment auquel il ne s'attendait pas. Il vient vers sa famille, il se passe quelque chose, il rencontre quelqu'un qui le fait rencontrer d'autres personnes, et du coup il intègre ce système de mule. Go Fast, exactement. De Je sais pas si on Go appelle, Fast, ouais, j'appellerais ouais, ça c'est Go ça, ouais. Fast. Maroc, Oh, yeah. Espagne, Paris. Les non deux Américains dans le studio de Airbus. Non, mais- Ah, les mecs. Désolé. Donc de ce Non, mais système ça s'appelle comme ça. de transactions illicites, et du coup Ouais. il a un choix. Alors effectivement, je sais pas, c'est un peu compliqué de regarder d'un œil français, parce que d'un œil français, effectivement, en tant que retraité militaire, on n'a pas les mêmes aides, on n'aurait pas le même confort. Enfin, on a un confort qu'on n'a pas aux États-Unis. Pareil, encore une fois, pour y avoir vécu, souvent on retrouve. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'y habiter pour l'avoir vu dans les rues. Des plus grandes villes où vous étiez, vous avez sûrement vu des vétérans de guerre qui faisaient la Manche. Ça arrive très souvent. Et donc du coup, il y a effectivement une difficulté. Il rencontre une difficulté financière. Il choisit une solution de facilité qui n'est pas si facile que ça, puisque du coup, il faut déjà accepter et pas se démonter. Et il se démonte pas du tout pendant le film. Il a une prestance face à ce cartel et face à ses pardon, on a des petits problèmes techniques. Ouais. Face à ses fournisseurs. Et on vit avec lui les différents les différents Run. Oui, Run. mais non, voilà, attends. les différentes livraisons. Moi aussi, j'aime Voilà. parler français, tu as raison, Christian. À la Excuse-moi. décharge de Myriam, je signale à nos aimables auditrices, auditeurs, on a vu le film en version originale, effectivement. Mais c'est écrit en français aussi, donc je me rappelle plus du mot en français. Et Des c'est une course. courses, voilà, course. première Les course. courses. Non, mais c'est écrit Fifth Run, Nous avons dans le Ninth studio Run, c'est écrit en anglais. Myriam Van Damme. Ouais, Non, désolé. ouais, Non, ouais, mais tu vois, désolé. moi, une noisette. Non, mais je peux la comprendre. Je peux la comprendre parce que c'est écrit en anglais à l'écran, et moi j'ai juste lu l'anglais. Ah, bien sûr. Enfin, Non, il y a mais pas besoin Mais d'avoir en- un haut en- niveau d'anglais pour comprendre que Ninth Run, ça veut dire Mon 9e mon course. ami Oui, Jo, mais je ça- ne suis pas aussi à cheval sur ça que toi. Oui. Moi, non, mais ça me tu dérange as raison. La tu as question, raison. c'est Ils ce ont que- ça me dérange pas. Est-ce qu'on appellerait ça une course en français? C'est aussi ma question. Oui, si. Oui, Ah oui. Une course. Sans problème. Oui. Ah, D'accord. sans problème. Excusez-moi. Ça s'appelle vraiment une Non, course. mais je sens que. je t'en prie, Non, mais je c'est t'en vrai, prie. ça s'appelle comme ça. Excusez-moi. Oui. Moi, je fais d'autres courses. Donc, Oh. super. Vous nous montrez qu'elle est sportive Des en marathons. plus. Donc du coup, est-ce que Clint Eastwood tient toujours la baraque ou pas?
Est-ce que c'est toujours bon, Clint Eastwood, ou pas, Myriam? Alors oui. Toi qui as chanté ses louanges en première partie de l'émission. Oui, parce que bon, du coup, on en a déjà parlé dans la vidéo, dans la petite vidéo, effectivement. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé drôle, mais bon, je sais pas si je peux en parler, mais à un moment donné, donc l'histoire se déroule 10 ans plus tard, et physiquement, il y a pas vraiment de différence parce qu'il est déjà très âgé au début du film, et puis il y a 10 plus 10 ou plus 12 ans, il est encore âgé. Je pense qu'il s'en fiche en fait. C'est ça qui est bien. Il nous dit, on fait du cinéma, je fais ce que je veux. C'est et ça. on se dit bah d'accord. Et ça dérange pas. Ça m'a fait rire. On se dit bah d'accord. À ce moment-là, ça m'a fait rire parce que je me suis dit comment il va se vieillir, mais en fait, il a pas bougé. Il se vieillit pas. Et voilà. L'important, c'est l'histoire. N'empêche qu'il a la même gueule presque que dans Gran Torino. C'est ça. C'était il y a 15 ans. ans. C'est trop ça. Non, mais pour le truc, parce que j'aime beaucoup chez Clint Eastwood, c'est qu'il a compris que le cinéma, c'est quoi? D'abord une bonne histoire et un bon traitement des personnages. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, il a pas vieilli. Ouais, tant pis, on est au cinéma. Alors, il est bon. Il y a différents rapports dans ce film. Il y a un rapport à la femme. Donc au sens large, donc sa femme, sa fille, sa petite fille et les femmes qui rencontrent, les femmes de l'amicale, des clientes entre guillemets si je peux dire ça comme ça de son business, et ensuite les femmes qu'il rencontre via le cartel. Il a un rapport, alors je crois pas qu'il est de fils, je me rappelle pas, mais en tout cas pas dans le film. Ouais. Dans la réalité oui, mais pas dans le film. Donc Jazzman d'ailleurs reconnu. Je dirais quand même. Ah non, je pensais à l'autre, le nul qui fait des films. Non, moi je parle de Kyle Eastwood. Non, oui, il en a plein. Il en a plusieurs. Qui fait du jazz et moi je parle de Scott, qui est très bon. Scott Eastwood. Si vous avez Google chez vous, allez voir. Oui, Myriam. Et après son rapport aux hommes, et alors donc aux hommes dans le côté un peu fraternel ou fils fictif avec. Il entretient des liens particuliers avec les hommes qu'il fréquente dans le film, à savoir son boss. Le jeune homme qu'il rencontre en début avant ses courses. Tout à fait. Et ensuite, tous les hommes qu'il rencontre pendant le film, qui pourraient être ses fils potentiels, fils spirituels, qui l'aident sans l'aider. C'est un peu bizarre. C'est assez ambigu parce que ils sont là, ils ont une relation assez fraternelle, amicale, mais ils font quand même quelque chose de très lourd et de très difficile socialement. Et je trouvais ça pas mal. Voilà. Il y a pas de moi je vois pas de peur dans le film en fait. Moi je trouve que c'est flippant de faire ce qu'il fait, mais c'est pour ça que ça marche sur le spectateur. Je suis d'accord. Il y a pas de peur, il y a pas de violence, il y a pas de. C'est nous qui nous disions oulala, c'est ultra flippant, alors qu'il il est détente. Pas grand chose. Ils finissent toujours par être potes avec lui. Et d'ailleurs c'est bizarre. Mais on se dit que c'est plus réaliste que d'autres films où il y a de la tension tout le temps. On se dit non. Ils travaillent ensemble finalement ces gens-là. Ils travaillent ensemble de manière illicite certes, mais ils travaillent ensemble. Donc un moment. Il y a un autre moment qui m'a fait rire. Donc au-delà de cet âge et qui relate de cette complicité impossible. Donc je vous explique. Il conduit, il est suivi par par ses collègues, si on peut appeler ça des collègues dans le business, et il a de la musique constamment quand il roule. Ah oui, ça c'est super. Et ce qui est assez marrant, meilleure idée du film. Voilà. Je vous raconte cette scène. Donc il est en train de conduire, il écoute de la musique donc de nouveau très ironique, très trash, humour noir, etc. Un peu de country. Il chante, il y a les sous-titres, etc. Il y a un micro qui est placé dans cette voiture qui permet à ses collègues et complices de le suivre. Et les Mexicains du cartel se mettent à se moquer de lui, à rigoler et finalement à chanter avec lui dans la voiture qui le suit. Et c'est surréaliste. Mais il y a une raison à ça. Dean Martin, c'est irrésistible. Ah, c'est du Dean Martin? Il y a une super BO évidemment. Entre autres, Dean Martin, il y a plein de classiques américains. Est-ce que tout ça te donne envie d'aller le voir, Christian? Mais tout à fait. De toute façon, un Clint Eastwood, j'ai souvent envie d'aller le voir et je suis resté sur un échec. Donc j'aimerais bien me racheter. Nous sommes restés sur un échec. 15h17 pour Paris. Voilà, on n'en a pas parlé. Parce que c'est vrai que qui est probablement son plus mauvais film. Sa dernière partie de carrière est en demi-teinte. Il y a à peu près un film sur deux qui est pas bon. New Jersey Boys, c'est pas bon. Donc là, j'ai envie de partir sur une bonne impression. Peut-être que c'est son dernier film, on ne sait pas. C'est vrai. Alors, 88 ans, le bonhomme. Je vais aller le voir peut-être la semaine prochaine, peut-être pas, mais je ne sais pas quand, mais je vais essayer. Ok, super. Et ben voilà pour le thème du jour. L'homme thème. C'est un thème à lui tout seul. Voilà, c'est ça. C'est normalement pas ce qu'on fait dans cette émission, mais là j'ai fait une petite exception parce que Clint Eastwood, c'est le cinéma américain. Il a tout fait. D'ailleurs, dans les années 50, il est toujours là. D'ailleurs, je finis sur une petite blague dans le film La Mule. Elle arrive tout de suite, donc c'est pas une révélation. C'est qu'il y a une blague qui a pris un fil rouge dans le film où les gens lui disent « Ah, vous faites un bon James Stewart ». Parce que James Stewart était aussi grand, il a tout fait. Bon, lui, il était seulement acteur, mais il a
fait tout type de film, il a joué avec tous les réalisateurs, il a fait tout type de rôle, beaucoup de westerns avec John Ford, dont s'inspire Clint Eastwood. Donc là, il se fait un auto-clin d'œil, si j'ose dire, où il sait qu'on pourrait le confondre avec un autre, il sait qu'il vient des cinémas classiques, et cette blague, je la trouve magnifique parce que en une blague, il a tout dit. Et quand on sait évidemment que le cinéma, c'est l'art de l'ellipse, tout dire en une seule blague, en une seule phrase, eh ben, c'est magnifique. Ça, c'est du vrai cinéma. Chapeau Clint. Tout à fait. Chapeau de cow-boy. Alors, on va passer aux avant-premières. On revient à Strasbourg. Alors, je commence par nos amis du Star Saint-Exupéry, donc, qui est la reprise du festival Kino Taiyo, donc, festival du film japonais contemporain, qui est né à Paris. Sa deuxième édition. Lundi 28 janvier, donc c'est demain. À 19h45, il y a Yuri Gokoro de Naoto Kumazawa. Donc, le monde paisible de Ryosuke s'effondre soudainement lorsque sa fiancée, Chie, disparaît sans laisser de traces. Bon, ça a l'air foufou. Et ensuite, mardi 29 à 19h45 également, toujours au Star Saint-Exupéry. Donc, c'est le grand, rue du 22 novembre. Il y a Destiny, The Tale of Kamakura de Takeshi Yamazaki, lorsque la jeune Akiko épouse l'auteur de romans mystères Masakazu Ishiki et emménage avec lui, sa vie devient une source constante d'émerveillement. Elle découvre le bestiaire qui hante la petite ville de Kamakura, peuplée d'esprits, de fantômes et de créatures surnaturelles en tout genre. Et un jour, elle disparaît. Encore ? Voilà. Ah oui, bah c'est les histoires de fantômes japonais. Ah, bah oui. C'est bien les fantômes japonais, on les aime bien. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le Star Syntex cette semaine. À l'Odyssée, dans le cadre de Odyssée Psychanalyse, tout un programme, il y aura Sarajevo, mon amour. Alors, c'est le lundi 28 à 20h15, donc il faut faire un choix avec le Star Syntex. Donc là, c'est un film de Yasmila Zbanik, j'espère que je le prononce bien. Esma, mère célibataire, vit avec sa fille de 12 ans, Sarah, dans le Sarajevo de l'après-guerre. Donc, je pense pas que ce soit une comédie. Sarah doit participer à une excursion scolaire. Esma accepte un travail de serveuse dans une boîte de nuit pour réunir l'argent nécessaire. Sarah se lie d'amitié avec Samir, qui, comme elle, n'a pas de père. Leurs pères sont des héros de guerre, morts au combat. Elles vont aborder ce sujet, et là, il faut aller voir le film. Donc, ça, c'est le lundi 28 à 20h15 à l'Odyssée, et après, il y aura un débat. Et le lendemain, le mardi 29, donc là aussi il faut faire un choix avec nos amis du Star Saint-Exupéry. Le mardi 29 à 20h15, il y a Jour de paix de Christian Taude. Donc ça, c'est un film autrichien-allemand. Que feriez-vous si vous n'aviez plus à vous préoccuper de gagner votre vie ? Il y a encore quelques années, l'idée d'un revenu universel était considérée comme une chimère. Aujourd'hui, cette utopie est devenue plus concevable que jamais. L'opportunité de sa mise en œuvre est l'objet de débats intenses entre économistes et politiques de tous bords. Donc ça, c'est un film qui traite d'un sujet très actuel, plus politique. Christian, tu veux dire une chose ? Pas du tout. Ah, j'avais l'impression que... Non, mais j'irai au Star Syntex. Ah ouais, t'iras au Star Syntex, d'accord. C'est ce que je pensais. Voilà, il voulait dire quelque chose. Je suis d'accord. Il voulait dire quelque chose. Alors, ensuite, à l'UGC, il y a Deux fils, donc qui sortira le 13 février. Mais là, le 28 janvier, donc toujours ce même lundi, à 20h, il faut encore faire un choix, troisième choix. Décidément. À Strasbourg, c'est génial. En plus, j'ai appris une chose de Madame Myriam, ici présente. Mademoiselle. La carte... On ça n'existe plus mademoiselle. légalement. Ça n'existe plus légalement. Je suis obligé d'être très légal. C'est une radio Mais publique. j'ai pas mes papiers, donc de toute façon. Voilà. C'est une sans papier. Non, mais en tout cas, la carte UGC illimitée est aussi valable au Vox maintenant. Ça veut dire qu'elle est valable dans tous les cinémas sur Strasbourg. Et c'est la seule ville en France qui fait ça, bravo. Exactement. Fabuleux. Et vive l'Europe. Alors, donc, Deux fils de Félix Moati, donc lundi 28 janvier 2019 à 20h, donc en présence de Félix Moati, donc le réalisateur. Joseph et ses deux fils, Joachim et Yvan, formaient une famille très soudée. Mais Yvan, le plus jeune, collégien hors norme, en pleine crise mystique, est en colère contre ces deux modèles qu'il voit s'effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa rupture amoureuse au prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle d'écrivain raté. Oui. Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de rechercher, non sans une certaine maladresse, de l'amour. Voilà, donc il y aura Paul Vord, Mathieu Capella, Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, j'aime bien Vincent Lacoste. Voilà, et Benoît Paul Vord. Oui. Anaïs de Moustier. Moi, j'aime Anaïs de Moustier. Et Paul Vord qui est dans un rôle moins rigolo que d'habitude, un peu plus touchant, et ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est lundi à 20h à l'UGC Cinécité de Strasbourg. Sinon, il y a Comme un seul homme.
Ça sera alors. Ça, vous pouvez y aller, ça fait pas concurrence aux autres. Ça fait un peu déjà à moitié de j'y vais pas tout ça. Enfin, bon. Hein non, bon, bah. Oui, parce que ça sort là bientôt. Non, il sort le 13 février. Hein. Ah ouais. Donc c'est D'accord. 15 jours après. Donc c'est Oui, quand même non, une mais vraie ça fait un peu. avant-première. Ouais. Voilà. Bah oui, mais c'est pour ça que Christian, c'est pour ça que je commence par ça. Et quand je t'offre le j'y vais pas. Mais moi Tout est je réfléchi. trépigne comme une loutre. Mais je sais, je vois que tu trépignes. Oui, mais j'y vais pas. on parle des avant-premières. J'y- C'est dans le contrat, on parle des avant-premières. Alors, il y en a encore une. Ah, et puis il y a un classique après. Donc il y en a deux. Alors, il y a Comme un seul homme. Alors ça, c'est plutôt un documentaire participant pour la première fois au Vendée Globe. Le tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale. Éric Bellion, donc c'est le réalisateur aussi, il s'est auto-filmé. Éric Bellion s'est filmé pendant ses 99 jours de course. Un témoignage immersif, inédit, etc., etc. Bon, voilà, on a compris. Oui. Il se filme sur son bateau. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment le bateau et qui n'ont pas le mal de mer. Jeudi 31 janvier, donc vous pouvez y aller, il y a aucune autre avant-première en même temps. Jeudi 31 janvier 2019 à 20h à l'UG Cinécité avec une rencontre avec le réalisateur, donc Éric Bellion. Et enfin, ça c'est mon petit chouchou. Ah. Il y a le même jeudi 31, donc moi c'est plutôt ça que je vais faire. Jeudi 31 janvier, désolé pour Éric Bellion que je ne connais pas, à 20h aussi, donc le même jour, il y a une séance UGC culte. Il passe Platoon de Oliver Stone, un film que j'ai moultement étudié en profondeur, où il y a les apparitions, donc bon, il y a un casting interstellaire, mais il y a des apparitions de Johnny Depp, saurez-vous le trouver, et de Forest Whitaker, saurez-vous le trouver. Voilà, donc on peut jouer à Chercher Charlie avec Platoon, qui est aussi un des, pour moi, sinon un des plus beaux films sur le Vietnam. Avec l'adagio de Barber dedans, donc très belle musique. Ah voilà, c'est ça, exactement, entre autres choses. Et puis il y a Charlie Sheen quand il prenait pas trop de coke et qui couchait pas avec toutes les stars du porno. C'est ça. Il était pas si mauvais. Il savait Moi, vivre hein, quand même. Ouais, c'était pas. Et puis surtout il y a le sergent Barnes, le rôle intemporel. J'ai un trou là. Comment il s'appelle Alors c'est Sergent Barnes, il est joué par Tom Béranger. Voilà. Tom Béranger. Qui après a fait une carrière terrible. Qui est un superbe acteur, mais qui ensuite il a fait The Substitute. Voilà. Non mais après il a tourné dans des évidemment, films Et l'autre aussi, ce qui est marrant, c'est que le mec en face qui joue un peu son antagoniste, William Dafoe, c'est pareil. Alors, on va terminer par le j'y vais pas. J'y vais. C'est parti. Sorry to bother you. Alors, tout de suite à Myriam, parce qu'elle l'a vu. Après avoir décroché un boulot de vendeur en télémarketing, Cassius Green bascule dans un univers macabre en découvrant une méthode magique pour gagner beaucoup d'argent. Donc c'est un peu sur les communautés, c'est ça, il a un patron blanc, lui il est black, enfin africain-américain et caucasien. Toi tu l'as vu aux États-Unis, Myriam. Je l'ai vu sur Netflix. En 15 secondes. C'est bien, c'est pas bien. On va le voir, on va pas le voir. En fait, la fin est bizarre. Voilà, je peux pas en dire plus. La fin est très bizarre. Voilà. Moi je sais pas si j'y vais ou je sais pas. Du coup, Myriam m'a complètement décontenancé, je peux pas répondre. Mais il y a Omari qui joue dedans, il est très beau. Voilà, Omari, I love you. Ouais, super. Bon, j'y vais alors. Alors, ok. Non, mais il est très particulier. Le jeu d'acteur est bon. Le début du film, j'ai beaucoup aimé. La fin, je ne la comprends pas. Je trouve que c'est très. On en reparlera après, mais je dirais que c'est sectaire. Bon, voilà, très bien. Je vais le dire. Alors c'est peut-être. C'est la première fois que ça arrive. Perhaps. Moi, j'y vais pas. Alors, un grand voyage vers la nuit de Bi Gan avec Tang Wei, Sylvia Chang et Jue Yang. Long Wu revient à Khalil, sa ville natale, après s'être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu'il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Donc, il essaie de la retrouver. Moi, j'y vais peut-être. Moi, j'y vais parce que j'ai loupé son premier film, Blue Kylie d'ailleurs. Et j'ai l'impression que ça peut être pas mal. Moi, j'y vais pas. D'accord, c'est réglé. Si Beale Street pouvait parler. Alors ça, c'est le nouveau film de Barry Jenkins, celui qui avait fait Moonlight, qui avait fait grand bruit partout, en France, à Cannes, etc. Harlem dans les années 70, Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se marier alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant. Le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Donc après, elle va se battre pour lui, etc. Ça vous intéresse ? Oui, j'y vais. Justice, injustice, j'y vais. Ouais, comme le film qu'on a vu il y a pas longtemps, comment ça s'appelait, Thug, The Hate You Give. The Hate You Give. Yeah. Moi, ça m'a suffi, donc j'y vais pas. Ouais, moi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est vachement bien. Je pense que ça va être très différent de Thug, hein, vraiment. Hein. Oui, ça va être très différent, mais ce genre d'histoire, plus tard. Cette histoire, c'est du vu revu, voilà, mais là, ça a l'air plus subtil. Oui, d'accord. Je pense aussi. Alors, Minuscule 2, les mandibules du bout du monde. Donc là, je fais pas le résumé, c'est la suite de Minuscule, c'est avec des petites bêtes en 3D synthèse. Et Cocorico, c'est un film français. Moi, j'ai adoré le premier, j'y vais.
J'y vais, c'est pour les tout petits, mais j'y vais. Si mon neveu est dispo, dans son planning de maternelle. Myriam a besoin d'une excuse. Je vais pas voir les dessins animés toute seule, j'ai du mal. C'est vrai. D'accord. J'irai avec mon neveu. Alors, l'intervention de Fred Grivois avec Alban Lenoir et Olga Kurylenko. En 76, une unité de tireurs d'élite va tenter de sauver un bus rempli d'enfants pris en otage par des terroristes. Alors, j'y vais pas. De toute façon, je peux pas y aller parce que je serai aux Canaries en vacances la semaine prochaine. Donc je n'irai il y a pas. une excuse. Peut-être. Myriam, Ouais, peut-être. pourquoi pas. Ok. Skate Kitchen à New York, la ville de Camille, une adolescente solitaire et introvertie va radicalement changer et en intégrant un groupe de jeunes filles skateuses appelées Skate Kitchen. Oh là, Jamais de la vie. Hein. non. Bah déjà Larry Clark, c'est ça, c'est Larry Clark, Kids, tout ça, ça m'a un peu Non. gavé, donc c'est non. Myriam. Peut-être. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, pour finir cette émission. Vous savez de quoi je vais parler. Je vais parler de Philippe de Chauvron. Oui. J'ai fait une superbe rime. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Bon, je fais pas de résumé. Moi, pense que j'y tout le monde sait. Moi, j'y vais pas du 12 tout. millions de spectateurs dans le premier. J'y vais pas du tout. Moi, j'y vais. Plutôt J'y vais. Non. Plutôt crevé carrément. Plutôt crevé. D'accord. Eh ben c'est non. Eh ben c'est là-dessus que. Alors, sur Moi, ces j'ai dit belles oui que- paroles. Oui, bah toi t'as dit oui. Je sais que tu vas y aller. Bah oui. Mais on a plus entendu Christian bizarrement. Sur ces belles paroles, eh bien, on vous laisse avec l'émission Voix de Portugal juste après nous. N'oubliez pas d'aller sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube de Fin de Séance. Pareil pour Radio Bienvenue Strasbourg. Et maintenant la musique de Sur la route de Madison, mon cher Christian. Exactement. La voici, je vous l'envoie. Elle est pour vous. À bientôt. À bientôt.